Et il va y avoir 10% des femmes qui vont vivre avec ces symptômes pendant 6 ans. Donc c'est des périodes en fait qui peuvent être très longues. Donc c'est pour ça qu'une femme qui ne pratique pas une activité minimalement avec une intensité modérée, même sans impact, genre je fais juste de la natation, ça rentre pas dans les recommandations. Ça c'est absolument dingue parce qu'en fait la course à pied a la mauvaise presse à cause des chocs. Et toi ce que tu es en train de nous dire c'est que justement si on veut avoir des os solides, il faut qu'ils aient des chocs. On va avoir une protection cardiovasculaire qui va diminuer parce qu'on a moins d'oestrogène. Si on veut bien vieillir, si on veut continuer à pouvoir bouger, si on veut pas de douleur articulaire, il faut du muscle. C'est même assez contre-intuitif de se dire qu'une femme qui court va avoir un plancher pelvien en meilleure santé qu'une femme qui court pas. Oui, c'est tout à fait montré maintenant dans les études, on ne peut plus avoir de doute concernant cette hypothèse. On sait que l'obésité est un facteur de risque à développer des symptômes pelviens. Quand on a des symptômes urinaires, il faut voir vraiment la condition dans laquelle on se trouve avant de dire c'est pas pour toi. Qui vont avoir l'impression d'avoir comme un tampon mal placé dans leur vagin. Évidemment, quand je vous en parle, pour vous, ça vous paraît complexe. Ce qui était génial, c'est qu'elle n'osait pas courir. C'est vraiment le profil des patientes qui pensent, voilà, je suis trop âgée pour démarrer la course à pied, je vais me blesser, puis elle entend l'entourage dire, tu vas quand même pas courir, Martine. Pourtant, elle est entourée de médecins dans son entourage. On a vraiment commencé il y a 5 ans, mais elle a plus de 70 ans. Finalement, c'est la meilleure qualité de vie qu'elle s'offre. Alors on est bons tous là, Est-ce qu'à partir de la ménopause, la course à pied sera interdite chez les femmes ? C'est-à-dire qu'une femme qui pratique la course à pied, il faudrait absolument qu'elle arrête à ce moment-là, et une femme qui voudrait débuter un sport, faudrait forcément l'orienter vers autre chose que la course à pied. C'est une bonne question, mais effectivement, il est vraiment conseillé de continuer la course à pied quand on est dans la période de la pré-ménopause. Et puis, si on n'est pas coureuse, c'est vraiment une bonne idée de démarrer la course à pied dans cette période avec une transition quand même hormonale importante, mais ce serait vraiment à conseiller. Ok, donc on va développer tout ça un petit peu plus loin. Donc, entre 45 et 55 ans, à peu près, c'est la période de la ménopause. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe à ce moment-là chez une femme et par quoi ça se traduit, par exemple, au niveau osseux et au niveau musculaire ? Donc finalement, la ménopause, c'est quand on a une absence de menstruation, donc l'absence des règles, pendant une période de au moins 12 mois. Donc on n'est pas ménopausé du jour au lendemain, c'est une période vraiment transitoire qui dure entre 5 à 8 ans. Où là, on va observer que les cycles vont devenir de plus en plus irréguliers. Donc, on va avoir des femmes qui vont avoir une absence de règles pendant quelques mois. Puis après, les règles vont revenir et les cycles vont être de plus en plus longs, donc de moins en moins de règles, jusqu'à l'absence totale de règles. L'âge mondial, c'est 51 ans. Ok. Voilà. Et on va avoir 80% des femmes qui vont être ménopausées justement entre 48 et 55 ans. Et il y a des femmes, moins de 10% des femmes qui vont être ménopausées entre 45, enfin aux alentours de 45-50 ans. Donc plus tôt. Plus tôt, ouais. Finalement, qu'est-ce qu'on observe dans cette période ? Donc je préfère parler de la périménopause, donc autour de la ménopause. On commence à avoir certains symptômes qui pourraient être liés justement à cette diminution des hormones sexuelles connues, surtout les plus importantes chez la femme, c'est les oestrogènes et la progestérone. Et donc, les femmes vont commencer à parler de certains symptômes, comme par exemple, ça peut être troubles de l'humeur, ça peut être des patientes qui vont avoir de plus en plus d'insomnie, plus de transpiration. On va avoir des femmes ensuite qui vont avoir peut-être plus de douleurs articulaires, un peu plus de douleurs musculaires et articulaires. On va avoir des femmes qui vont aussi avoir des perte de cheveux, leur qualité de peau qui change, donc on peut avoir de l'acné. Et puis on peut avoir effectivement aussi des symptômes abdominopelviens, comme des fuites urinaires, des urgences urinaires également. Donc ce sont des périodes où les femmes doivent aller plus vite aux toilettes, et si elles y vont pas, elles peuvent avoir des accidents. Donc ça va vraiment se traduire par cette diminution progressive de ces hormones sexuelles. Et qui vont avoir effectivement aussi d'autres conséquences effectivement sur finalement des choses qu'on ne voit pas. Donc comme par exemple, comme on disait, l'action sur le métabolisme osseux et musculaire. On sait que les oestrogènes vont participer à cette régulation. Donc les oestrogènes sont produits par les ovaires surtout, mais aussi par le cholestérol et puis aussi par d'autres tissus.
Et donc finalement, ces oestrogènes vont participer au bon métabolisme osseux et musculaire. Et donc finalement, quand on a moins d'oestrogènes, on ne se rend pas forcément compte qu'on peut avoir un peu plus de problèmes au niveau de la densité osseuse. Il faut savoir que quand on a une femme qui est dans cette période, elle va avoir plus de risques si elle chute par exemple, plus de risques de fractures, donc sur des chutes qui sont bénignes finalement, on va avoir plus de patientes avec des traumas plus importants qu'avant. Et puis aussi ces patientes qui vont se plaindre de plus de douleurs aussi articulaires, donc c'est pas forcément de l'ostéoporose, mais ça peut être aussi un début de cette ostéoporose. Et puis finalement, ce qui est aussi ce qu'on ne voit pas dans cette période, c'est qu'on va avoir une protection cardiovasculaire qui va diminuer parce qu'on a moins d'oestrogènes. Donc, il faut savoir que les pathologies cardiovasculaires sont la cause de mortalité et de morbidité chez les femmes. Number one. À partir de la ménopause, donc c'est là l'intérêt. Ouais, parce qu'avant, en fait, elles ont leurs oestrogènes qui donnent encore une certaine qualité à leur vaisseau, à leur tissu vasculaire, voilà, une protection. Tout à fait. Et malheureusement, quand elles ont ce chute d'oestrogènes, ça altère la qualité de leur vaisseau et ça augmente derrière leur risque de maladie cardiovasculaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a quand même plein de trucs cool à la ménopause. Et ben justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est clair qu'il y a énormément de symptômes qui sont finalement actuellement un peu plus décrits. On en parle plus et donc on essaie de mettre plus de moyens pour aider ces femmes. Ça reste encore limité. Il faut savoir que l'étude de la science de la femme, quelque part, prend du temps. Donc on a peut-être 20-30 années de retard au niveau de justement de mettre en place des moyens pour soulager les femmes pendant la ménopause. Mais c'est là où l'activité physique va avoir un rôle vraiment important justement pour limiter ces différents symptômes. C'est intéressant parce que là on a parlé de plein de symptômes. Moi, en tant que professionnel de santé, je suis un minimum sensibilisé et je trouve que j'y suis quand même pas confronté beaucoup et j'ai pas j'en entends pas souvent parler de mes patientes. Oui. Pourtant, pourtant, je vois des femmes ménopausées tous les jours, en période de périménopause, c'est sûr, dans mes patientes. Oui. Donc, je me dis, un homme de mon âge qui est pas professionnel de santé, ça existe pas pour lui. Hein. Non, c'est ça. Et c'est tabou encore. C'est tabou, on n'en parle pas trop parce que finalement, on sait que c'est une période compliquée aussi pour la femme finalement. Peut-être un peu le fait de ne pas connaître suffisamment en fait cette période, ça mystifie aussi et ça n'aide pas ces informations suffisamment véhiculées. Alors que finalement, la moitié de la population va vivre cette transition. Ça fait partie du cycle naturel de la femme et je pense que on a tout intérêt à en discuter, même pour les non-pros de santé. Ça me paraît pour les femmes, hyper. Pour leur donner des informations pour que cette période-là se passe mieux. Oui. Mais je pense que l'homme, il a aussi son rôle à jouer en vivant, en étant en couple par exemple avec une femme ou en ayant des femmes dans leur entourage. Et peut-être que, en comprenant certaines choses à certains moments, en tout cas, il peut peut-être aider un petit peu. C'est sûr. Déjà, en tout cas, être plus compréhensif et comprendre ce qui se passe. C'est que si notre femme commence à avoir des troubles de l'humeur, commence à moins bien dormir, troubles de la libido, commence à se sentir mal, que finalement, on se dise que c'est pas une crise, c'est vraiment une période où hormonalement, on est simplement perturbé. Et donc, ces symptômes sont observés plus drastiquement, parfois. T'as dit que c'était pas une période facile pour les femmes. Oui. Pourquoi ? Il va y avoir finalement pas mal d'incompréhension déjà d'elles-mêmes. Elles savent pas trop. Elles savent qu'il va y avoir cette ménopause, mais on ne sait pas trop à quel moment ça va venir. Déjà le fait de savoir que la période de la ménopause met quelques années à s'installer, je pense que ça ce serait important de le dire plus facilement parce que les femmes elles pensent que voilà, je suis ménopausée, j'ai plus mes règles, alors qu'en fait ça fait déjà 7-8 ans en fait qu'il y a déjà cette préparation du corps. Ça se met en route petit à petit. Ouais, on passe pas d'un moment où blanc-noir en une nuit, on va se coucher un soir, et le lendemain matin on se réveille, on est ménopausé. Tout à fait. Et comprendre, et montrer aussi, expliquer aux femmes que 80% des femmes vont avoir minimum 2 symptômes
que j'ai décrit tout à l'heure, il va y avoir 10% des femmes qui vont vivre avec ces symptômes pendant 10 ans. Et 30% des femmes vont vivre avec ces symptômes pendant, en moyenne, 7 ans après l'arrêt de leurs règles. Donc, c'est des périodes, en fait, qui peuvent être très longues. Très longue. Très longues. C'est pratiquement la fin de la vie d'une femme. Ça peut. Enfin, on monte quand même à 85 ans maintenant, la moyenne. Ouais, La moyenne mais d'âge, mais si t'es en dessous un peu, ça peut t'accompagner longtemps quand même. ça peut nous accompagner longtemps, une dizaine d'années. Donc ça, c'est vrai que entre 10 et 15 ans même, parce que si on considère à l'arrêt des règles qu'on a déjà 7-8 ans... J'avais compris que ça pouvait durer 30 ans. Ok, c'est Non, pour ça non, que j'ai non, dit ça. 7-8 ans. Donc ça dure 7-8 ans avant, et ça peut durer jusqu'à 10 ans après. Voilà. Donc ça peut être très ennuyeux, ça peut gâcher la vie, et donc expliquer aux femmes que voilà, tu peux avoir ces symptômes qui peuvent arriver, on peut trouver des solutions, il peut y avoir l'hormonothérapie, on peut en discuter avec son médecin justement de cette mise en place, et puis il y a aussi la place aussi de l'activité physique qui va vraiment être importante pour protéger ces femmes. Avant qu'on enchaîne là-dessus, je pense que les gens qui nous regardent ont compris de quoi on allait parler. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nous dire qui tu es, ce que tu fais et pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Ok. Donc moi, je suis kiné. Je m'occupe des femmes, plus particulièrement depuis une dizaine d'années. Depuis que je suis devenue moi-même maman, je me suis un peu plus penchée sur justement la cause des femmes et les différentes pathologies qu'on peut retrouver dans le sport et de l'accompagnement aussi autour de la périnatalité. Donc je m'occupe des femmes pendant leur grossesse et en postnatal, principalement au niveau de leur activité physique et aussi des troubles musculo-squelettiques et pelviens. Et j'accompagne aussi les femmes de tout âge, dont des femmes autour de la ménopause, à pratiquer la course à pied. Donc, je propose aussi des cours de reprise de course à pied postnatale, mais aussi les femmes qui veulent reprendre ou démarrer la course à pied des années après avoir accouché, par exemple. Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette période transitoire de la ménopause. Ok, super. Je fais aussi un... Oh, ça continue. Oui, ça continue. Vas-y. Je le dis juste aussi, je fais aussi un travail de recherche sur la reprise de la course à pied en postnatal. Et puis, je suis aussi conférencière à la clinique du coureur où, depuis maintenant 4 années, je donne un cours de 2 jours sur la prise en charge de la femme à travers la course à pied dans toutes les périodes de sa vie. Donc, on aborde l'adolescence, la période périnatale et puis la ménopause. Ok. Super. Voilà. Plus de casquettes ? Il y en a pas et mal. je suis aussi maman. T'es maman ? Ok. Voilà. Et ça a pas mal influencé ta pratique, si j'ai bien compris. Oui. C'est ce qui m'a, en tout cas, motivée. Ces 2 grossesses qui ont été vraiment différentes. Une sportive, l'autre beaucoup moins. À vouloir me pencher sur cette question et même à démarrer la recherche en général. Et si j'ai bien compris ton histoire, c'est la première n'était pas sportive et la deuxième l'a été. Et ça, je trouve que c'est intéressant, même si c'est pas tellement ce dont on veut parler aujourd'hui, voir un petit peu l'évolution qu'il y a dans les recommandations, dans les avancées scientifiques, et de voir que, je sais pas combien ont de différence tes enfants, 6 ans, 4 ans 4 ans. Ouais, 4 ans d'écart. 4 ans, et donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et ces transformations, on les voit chez la femme qui a des enfants, mais on la voit également chez la femme un peu plus âgée au moment de la ménopause. Donc, on va en parler. Tu me disais tout à l'heure qu'au moment de la ménopause, il y avait un ralentissement du métabolisme osseux, avec notamment donc, de l'ostéopénie, donc un petit peu de diminution de la densité des os, ou un petit peu d'ostéoporose, à un stade un peu plus élevé. Oui. Qu'est-ce que la femme peut faire pour essayer de contrer ça et d'avoir des os qui sont solides ? Ouais. Bien, finalement, dans les recommandations qu'on va pouvoir proposer aux femmes dans cette période, c'est de proposer un sport avec une intensité qui soit au moins modérée, déjà pour cette protection aussi cardiovasculaire. On pourra aborder juste après ce sujet. Et au niveau du métabolisme osseux, finalement, on sait qu'il va y avoir la mécanotransduction qui est liée au fait d'aller pratiquer un sport avec de l'impact, va aller améliorer en fait cette micro-architecture osseuse. Donc, va aller stimuler le métabolisme osseux par une activité physique avec de l'impact léger à modéré. Donc c'est pour ça qu'une femme qui ne pratique pas une activité minimalement avec une intensité modérée ou même sans impact, genre je fais juste de la natation, ça rentre pas dans les recommandations.
il faudrait lui proposer peut-être, si c'est pas de la course à pied, ça peut être de la marche, ça peut être de la marche rapide, de la marche nordique, avec une stimulation en plus qui pourrait être proposée par des périodes où je marche plus vite, je marche plus lentement. Ça, c'est absolument dingue parce qu'en fait, la course à pied a la mauvaise presse à cause des chocs. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que justement, si on veut avoir des os solides, il faut qu'ils aient des chocs. Et que ça va être en réponse à ces chocs, provoqués notamment à chaque foulée quand une personne court, que l'os, il va, par le biais de petits récepteurs à la pression contenus à l'intérieur des os, se dire « Ah, je reçois des pressions, donc en fait, il faut que je sois plus fort parce que c'est possible que dans le futur, il y a encore de nouveau ce genre de stimuli, et donc je vais faire en sorte que les os soient plus durs. » Oui. Et donc en fait, ce pourquoi la course à pied a mauvaise réputation, toi tu expliques qu'en fait c'est un avantage. C'est un vrai avantage quand c'est bien quantifié, quand c'est bien proposé. Ça va être un avantage donc pour le métabolisme osseux, musculaire, et aussi, comme on parle de musculaire, pour notre plancher pelvien. Finalement, c'est la même chose aussi. Le plancher pelvien, il faut savoir que les fibres, au fil du temps, les fibres musculaires au niveau du plancher pelvien, surtout les fibres, donc dans le plancher pelvien, on va avoir des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Donc là, tu parles de type de muscle. Type de muscle, voilà, c'est ça. Et donc, les fibres de type 2 vont diminuer, en fait, vont être moins efficaces aussi avec l'âge. Donc, on a plus des fibres de type 1, plus des fibres endurantes. Ça tombe bien parce que notre plancher pelvien, son rôle majoritairement, c'est d'être dans l'endurance, quoi. Ça, je fais une petite parenthèse pour que les gens qui nous regardent aient bien compris. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, en vieillissant, on a différents types de fibres à l'intérieur d'un muscle. On a des fibres de type 1, des fibres de type 2, on a des fibres endurantes et des fibres plutôt rapides. Ouais. Et en fait, on se rend bien compte qu'en vieillissant, c'est les fibres rapides qu'on diminue et qu'on perd. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des personnes de 60-70 ans qui perdent cette explosivité. Par contre, elles sont toujours capables de courir très longtemps. Oui. Et donc ça illustre bien un petit peu ce qui se modifie au niveau de nos muscles. Tout à fait. Et c'est la même chose pour notre plancher pelvien. C'est pour ça que les femmes aussi, pendant cette période, vont avoir plus de problèmes pelviens. Plus de fuite à l'effort, plus d'urgence urinaire. Parce que c'est quoi? Elles perdent la capacité de se contracter rapidement pour essayer de faire face à une fuite urinaire? C'est un peu ça. En fait, une fuite urinaire, c'est quand on a une pression intra-abdominale qui va dépasser la pression de clôture de l'urètre. Notre urètre est fermé en permanence, sauf quand on veut aller uriner. Il va y avoir un récepteur qui va permettre de relâcher en fait cet urètre, ou bien la pression intra-abdominale trop importante qui va aller forcer cette ouverture sans qu'il y ait une possibilité d'avoir notre musculature qui va contrecarrer un petit peu cette augmentation de pression. Donc finalement, il faut aussi savoir que c'est à partir de 35 ans, on va perdre 2% des fibres musculaires striées de l'urètre. Pause. Vous remarquez que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Raph, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Perdre du poids, lutter contre l'ostéoporose, renforcer vos articulations et bien évidemment améliorer votre cardio. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui reprend les 7 erreurs de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu débuter la course à pied et comment vous pouvez facilement les éviter. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le dès maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation. Allez, on reprend l'interview. Okay. Donc, de façon naturelle, on va avoir plus de risques d'avoir des fuites urinaires avec le temps, peu importe le sport qu'on pratique, simplement avec l'âge. Et donc finalement, proposer une activité physique qui va avoir cette stimulation va davantage donc améliorer cette contraction au niveau du plancher pelvien. Et aussi ce métabolisme osseux, et puis tous les muscles dont on... Ça, encore une fois, c'est quand même pas hyper intuitif. Et c'est même assez contre-intuitif. De se dire qu'une femme qui court va avoir un plancher pelvien en meilleure santé qu'une femme qui court pas. Oui, c'est tout à fait montré maintenant dans les études. On ne peut plus avoir de doute concernant cette hypothèse. Que notamment, on a pu observer ça lors de la période de la grossesse.
les femmes qui pratiquent une activité physique régulière, donc les recommandations minimales, c'est 150 minutes par semaine à intensité modérée. Donc on comparait un groupe de femmes qui répondaient à ces recommandations et l'autre groupe qui ne pratiquait pas d'activité physique. Et on a évalué leur force du plancher pelvien. On a pu observer que sans faire d'exercice spécifique du plancher pelvien, juste en pratiquant leur activité physique, elles avaient un plancher pelvien qui était plus fort et donc la fonction a été améliorée par l'activité physique de façon indirecte que dans le groupe des femmes qui ne pratiquaient pas d'activité physique. Et donc finalement, c'est bon pour aussi la période de la ménopause. C'est-à-dire on va bouger, simplement bouger, on va améliorer cette fonction périnéale. On sait un peu pourquoi ? C'est quoi ? C'est simplement que quand tu fais du sport, quand une femme fait du sport, forcément, il y a un recrutement des muscles du plancher pelvien. Et donc, en fait, ça entretient ce plancher pelvien ? C'est ça, c'est un peu une réponse qu'on va obtenir en fait avec l'activité physique. Notre plancher pelvien va s'adapter à l'activité physique, va s'adapter à la charge qu'on va lui proposer. Donc, par exemple, si du jour au lendemain, voilà, je suis assise toute la journée. Du jour au lendemain, je me mets à marcher toute une journée. Évidemment, mon plancher pelvien, il ne sera pas adapté à cet effort. Et là, on va probablement avoir des fuites urinaires. Et quand on obtient quand on a ce genre de cas, les patientes vont nous dire, c'est parce que j'ai commencé le sport et en me mettant au sport, le sport m'a créé des fuites urinaires. Et donc, le sport est mauvais. Et donc, le sport est mauvais. Et donc, on accuse à tort le sport et donc on arrête. Mauvais raisonnement. Finalement, voilà, mauvais raisonnement, mais qui est finalement, on en profite avec ces discussions justement pour expliquer que finalement on accuse à tort le sport. Pourquoi ? Parce que le fait de s'être levé, d'aller voir marcher, on a juste révélé. Le sport a juste révélé l'incontinence urinaire, mais ne l'a pas créé directement. Et c'est ce qu'on essaye finalement de faire comprendre en fait à la population et aussi à certains pros de santé qui sont encore persuadés que le sport pourrait finalement créer ce genre de symptômes. Il y a différents cas où ça peut être le sport qui peut aussi créer ces fuites urinaires. C'est quand on va aussi avoir des sports avec énormément d'impact. Il y a des sports qui peuvent augmenter un peu les symptômes. Donc la course à pied, il faut vraiment être clair avec ça. La course à pied n'est pas un sport à impact élevé pour le plancher pelvien. On a vraiment pu montrer que jusqu'à des vitesses tout à fait moyennes, jusqu'à 14-15 km/h, on ne peut pas dire que la course à pied soit un sport à impact élevé. Le sprint, ça c'est encore un autre sport. On ne doit pas cataloguer la course à pied dans un sport à impact élevé si on parle de jogging. Oui, si l'impact n'est pas le même sur un marathon, sur un 10 km, sur un 5 et sur un 100 mètres. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser finalement ce sport aussi pour aider nos patientes qui vont avoir des symptômes de fuite urinaire. Et donc justement dans le cadre de la ménopause, on a pu observer que une activité physique à intensité modérée avec de l'impact léger va diminuer en moyenne de 20% ces problèmes de fuite urinaire. Donc c'est quand même énorme. Conséquent. Alors, on ne sait pas la vraie raison. Est-ce que c'est parce qu'elles ont commencé une activité physique, qu'elles ont perdu du poids ? Et donc on sait que l'obésité est un facteur de risque à développer des symptômes pelviens. Donc on ne sait pas si c'est vraiment le mécanisme tel de l'activité physique, ou bien est-ce que c'est le fait qu'il y a eu cette perte de poids qui pourrait expliquer ces diminutions de symptômes. Je pense que chaque cas est différent et toutes les femmes ne sont pas en surpoids non plus. C'est dingue ça, l'obésité est un facteur de risque des symptômes abdominopelviens. Oui. Pourquoi ? On sait ou on ne sait pas ? Alors finalement, il va y avoir une réponse qui va être différente au niveau du plancher pelvien. Déjà, il y a plus de poids qui vient s'exercer sur le plancher pelvien. Il y a plus de pression intra-abdominale, probablement aussi. Donc les structures vont être un petit peu plus stressées par le poids. Et ça dépend aussi, quand on parle de l'obésité, généralement, ce sont aussi des populations qui ne sont pas actives. Et donc la population moins active va avoir plus de symptômes. C'est même dans les symptômes musculo-squelettiques. Oui, bien sûr. On a parlé un petit peu rapidement du métabolisme musculaire aussi qui diminuait, c'est-à-dire que pour faire simple, en fait, il y a une fonte musculaire importante au moment de la ménopause. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes au moment de la ménopause pour essayer de contrecarrer ça ? On en parlait ce matin avec d'autres professionnels de santé qu'on a reçus. Le muscle, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que si on veut bien vieillir, si on veut continuer à pouvoir bouger, si on veut pas de douleur articulaire, il faut du muscle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que toi, tu donnes comme conseil à tes patientes pour en prendre soin ?
Généralement, déjà dans un contexte de pratique de la course à pied, je vais toujours conseiller à mes patientes de coupler leur entraînement de course avec du renforcement musculaire. Justement, parce que surtout, j'ai des patientes, je pense à une en particulier qui a plus de 70 ans, qui est vraiment au top de sa forme. Je crois que elle me le dit régulièrement, d'ailleurs, quand elle revient après les cours collectifs que je dispense de renforcement musculaire, elle me dit toujours, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, chaque semaine, chaque fois qu'on augmente un petit peu le nombre de répétitions ou la charge, j'ai l'impression de rajeunir, quoi. Et elle se sent de mieux en mieux aussi en course à pied, donc c'est incroyable. Trop cool. Elle va avoir, elle a une vieillesse tout à fait magnifique. Et donc, elle a des challenges en course à pied. C'était pas une coureuse. Elle pratiquait de la danse principalement. Donc, la danse, c'est aussi un sport avec de l'impact. Et donc, elle s'est lancée un challenge de course à pied et elle veut participer aux 20 km de Bruxelles, qui est une course hyper connue en Belgique, où il y a plus de 40 000 coureurs, marcheurs. C'est une top ambiance, encore plus grande que pour le marathon. Et elle me dit, voilà, j'ai vraiment envie de m'entraîner. Et donc, on augmente tranquillement son volume, puisqu'on doit la préparer à pouvoir courir 20 km d'affilée. Et elle me dit, j'ai pas envie de m'arrêter. Je veux vraiment faire mes 20 km en continu. Donc, elle a vraiment des exigences élevées. Et donc, finalement, avec son augmentation de volume, je vais proposer aussi à Martine de faire du renforcement musculaire pour pouvoir justement, quelque part, soutenir un petit peu ce volume qu'elle va soumettre à ses articulations, à ses muscles, pour que finalement on puisse bénéficier de l'effet de l'hypertrophie qui n'est plus trop présente à cet âge-là. Elle à l'âge qu'elle a, tu as dit À l'âge 70 qu'elle a, ans. en plus, Martine, 70 ans. malheureusement, elle est Ouais. touchée par la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution normale et physiologique du muscle lié au fait de vieillir. Tout à fait, exactement. Bon, en plus, comme c'est une femme, elle prend l'effet de la ménopause. Donc là-dessus, malheureusement, elle n'est pas aidée. Donc c'est sûr que essayer de stimuler tout ça avec du renforcement musculaire, c'est vraiment la bonne chose à faire. C'est ça. Et donc, on essaye d'appliquer. Moi, j'essaie vraiment avec elle est demandeuse aussi. Ça dépend un petit peu des patients. Mais c'est vrai que proposer des exercices simples, que ce soit des fentes, des squats, ce sont des exercices qui sont en lien aussi avec la course à pied. Ça va vraiment avoir du sens. Et puis, l'incrémentation de charge en fonction de leurs possibilités. Je travaille aussi avec toujours des petits calendriers des symptômes, surtout si c'est des patientes qui ont tendance à avoir des symptômes pelviens ou plutôt des douleurs articulaires ou musculaires, bien suivre comme ça leur évolution. Donc avoir un suivi quand même étroit chez ces patientes est vraiment important, mais vraiment couplé avec du renforcement musculaire, ça a vraiment c'est top parce que Martine, elle s'est trouvé un objectif qui lui plaît. Oui. Moi, j'aime pas parce que y a certaines personnes qui disent c'est de la performance vu qu'elle s'est inscrite à une course. Moi, je trouve que ça, c'est absolument débile parce que c'est du plaisir et c'est tous les gens qui veulent faire absolument une distinction entre activité physique et sport. Je trouve que moi, c'est très dommage. On doit juste essayer d'encourager des gens qui veulent bouger et pas commencer à mettre des restrictions. Donc, elle s'est trouvée une course, ça la drive au quotidien, ce qui fait que elle a cet objectif. Donc, elle vient à tes cours. Elle prend soin d'elle, peut-être qu'elle fait un peu attention à comment elle mange, peut-être qu'elle fait un peu attention à comment elle dort. Du coup, tout ce qu'elle fait, ça lui permet de garder une bonne souplesse articulaire. Elle est encore capable de ramasser quelque chose au sol, sans problème de se mettre à plat ventre, de se lever. Elle travaille avec toi sur du renforcement musculaire, donc elle garde de la force. Si elle garde de la force, elle est capable d'ouvrir sa bouteille d'eau, son pot de confiture, de porter ses courses, de porter sa valise si elle veut partir en voyage pour voir ses petits-enfants. Enfin, voilà, elle a tout compris, Sa qualité Martine. de vie, elle est, ça peut pas être, finalement, c'est la meilleure qualité de vie qu'elle s'offre en se fixant cet objectif. Bien sûr, elle se fait un énorme cadeau à elle-même. Et ce qui était génial, c'est qu'elle n'osait pas courir. C'est vraiment le profil des patientes qui pensent, voilà, je suis trop âgée pour démarrer la course à pied, je vais me blesser. Puis elle entend l'entourage dire, tu vas quand même pas courir, Martine. Ouais, moi, j'aimerais vraiment entendre ça parce que je suis sûr que dans son entourage, elle doit entendre un paquet de personnes qui lui disent d'arrêter. Bien sûr, et pourtant, elle est entourée de médecins dans son entourage et pas mal de restrictions, quoi. Donc elle a commencé il y a peut-être maintenant, on a vraiment commencé il y a 5 ans, mais elle a plus de 70 ans. Elle a plus de 70 ans, donc on a commencé aux alentours de ses 70 ans.
Et puis, à un moment donné, pour continuer sur cette patiente, quand elle a commencé à courir, elle a commencé un peu avec moi. Puis, à un moment donné, elle s'est entraînée toute seule. Donc là, je la coachais pas directement. Et puis, elle sentait qu'elle était de mieux en mieux, de plus en plus à l'aise. Et elle a commencé à augmenter fortement son volume, toute seule. Et puis un jour, elle m'envoie une photo de son pied. Elle me dit, Marion, après ma sortie de 13 km, c'était la première fois qu'elle courait autant, j'ai mon pied qui a gonflé. Je me suis dit, mince, c'est pas vrai. J'ai pensé tout de suite à une fracture de stress. Surtout qu'à cet âge-là, comme on sait que On même a dit que les os étaient un peu plus fragiles. Voilà, c'est quand même vrai. Je veux dire, même si elle fait toute l'activité qu'il faut, musculaire, même si... Donc là, on n'avait pas quantifié. Voilà. Donc, mais même si elle avait son renforcement musculaire, elle n'a pas suffisamment quantifié son volume de course à pied. Et puis, on a eu une petite surprise. Et donc, évidemment, quand on s'est eu directement en ligne, je lui ai demandé d'arrêter, de se décharger, d'aller faire un examen pour écarter une fracture de stress. Et ce n'était pas une fracture de stress. Mais ça veut quand même dire que sans quantifier correctement son volume, elle a quand même eu un symptôme de surcharge. Oui, et puis un signe de surcharge. Il faut être encadré, il faut être suivi par un en fait, ou une professionnelle. C'est surtout ça le message, c'est que effectivement, ce sont des objectifs qui sont très louables, admirables, louables, qu'il faut encourager, mais avec un suivi, ça me paraît tout à fait important et nécessaire pour pouvoir, parce que finalement après elle a eu peur, puis bon, parce que elle n'a pas vraiment eu peur. Son entourage a eu peur en disant « Mais tu vois, maintenant, tu te blesses. » Et en fait, elle avait hyper confiance en moi et elle savait que, on allait reprendre ensemble, on allait requantifier. Et puis là, maintenant, elle va pouvoir pratiquer sa course des 20 km c'est génial. Bientôt. Du coup, quand tu as une personne comme ça, une femme de ménopausée, donc plus de 51, tu as dit la moyenne c'était 51 à peu près, et qui veut débuter le sport. On a dit tout à l'heure que c'était vraiment la meilleure chose à faire, qu'il fallait vraiment inciter ça. Oui. Est-ce que malgré tout, tu as des précautions à prendre particulières ou à leur conseiller ? Finalement, comme on sait qu'il va y avoir plus de risques aussi d'avoir des symptômes qui vont se révéler, donc des symptômes urinaires, par exemple. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi d'expliquer aux patientes qui vont démarrer, il ne faut pas que leurs symptômes du quotidien, qu'elles pourraient déjà avoir, puisqu'on sait que après 50... excusez-moi, attends. Ouais, c'est au-delà de 55 ans qu'on va augmenter le risque des fuites urinaires de 50%. Donc c'est quand même une grosse prévalence. Donc, on sait peut-être qu'il y a des fuites urinaires à l'effort, c'est-à-dire à la toux, à l'éternuement, au rire spontané, dès qu'on va avoir des grosses augmentations de pression intra-abdominale. Donc ça, c'est des femmes qui n'ont pas forcément de fuites urinaires dans la vie de tous les jours. Par contre, sur des épisodes aigus qui vont augmenter fortement la pression intra-abdominale, ça peut déclencher des fuites urinaires. Tout à fait. Okay. Oui. Et donc ça, c'est quand même une grosse prévalence. Plus de 50% des femmes à cet âge-là. Donc, on sait que quand on va leur proposer de se mettre à la course à pied, c'est quand même intéressant de dépister, en fait, ces symptômes. Est-ce que déjà, au quotidien, tu as parfois des fuites urinaires ? Et même si c'est très... on va dire très rare, très épisodique, il faut quand même les dépister parce qu'en se mettant à courir... ça peut quand même se révéler. Et donc ça serait dommage de démarrer avec des symptômes. Il y a beaucoup de femmes aussi qui, en vivant ces symptômes, elles sont dans une espèce de normalisation. C'est normal d'avoir des symptômes. Je suis dans la période de la ménopause. Beaucoup de femmes acceptent en fait finalement parfois ces symptômes et ne vont pas forcément les traiter parce qu'elles pensent que c'est normal. Donc elles vont démarrer une activité physique, que ce soit la course à pied ou autre chose, et finalement avec des symptômes urinaires. Donc ça, c'est vraiment pas l'idée de démarrer avec ces symptômes. Donc dépister les patientes, ça c'est important. Les rediriger si on a un doute. Et il existe aussi des questionnaires en ligne, 5 questions qui peut justement dépister si la patiente va avoir des symptômes. Donc, toi, ce que tu conseilles à n'importe quelle femme qui veut débuter une activité physique, en fait, c'est de faire un bilan avec un ou une professionnelle adaptée pour essayer de voir, de quantifier un peu ce problème de fuite urinaire, savoir est-ce qu'elle en a, est-ce qu'elle en a pas. Oui. Quel traitement on peut mettre en place derrière. Oui, c'est ça.
Ou alors, si on veut pas aller jusqu'à un rendez-vous parce que c'est compliqué, on peut utiliser ces outils en ligne. Elle peut vous les envoyer la réponse au professionnel de santé ou celui qui veut la coacher. Et comme ça, à ce moment-là, il peut référer s'il y a un des symptômes présents, par exemple, dans le questionnaire. Parce que c'est vrai que parfois, certains coachs ne sont pas toujours à l'aise de poser ces questions frontalement et qu'on peut très bien dire, vous savez, vu que la prévalence, elle est élevée à votre âge d'avoir des symptômes tels que des fuites urinaires, des lourdeurs du plancher pelvien, je vous propose de répondre à ce questionnaire et puis vous m'envoyez la réponse et puis voilà, comme ça on peut expliquer que c'est pas du tout des questions. Non, puis comme ça, la balle est dans le camp de la coachée ou de la patiente. Donc en fait, si elle n'a pas envie d'en parler avec la personne, elle mettra non, qu'elle en a pas. Voilà. Et puis voilà. Exactement, tout à fait. Ouais. Mais c'est quand même mieux si on arrive à avoir une confiance et que la patiente puisse partir dans l'activité physique dans de bonnes conditions. Donc finalement, on va lui proposer donc de démarrer. Ça dépend un petit peu. Si c'est en course à pied, comme on disait, je propose toujours à mes patients d'abord de démarrer avec des entraînements de marche rapide, marche lente, déjà pour augmenter un petit peu l'impact, surtout si ce sont des patientes qui sont pas du tout actives, qui sont même plutôt sédentaires, en surpoids aussi. On va commencer par de l'impact plutôt léger. Ça peut être de l'elliptique, ça peut être de la marche nordique, ça peut être des exercices de stepper. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit test de course au cabinet, sur place, ou si vous avez l'impression que la course sur place est compliquée à comprendre au niveau de la biomécanique pour la patiente, vous pouvez la faire courir dans votre cabinet, il n'y a pas besoin d'avoir un grand espace. Et puis on voit s'il y a des symptômes qui apparaissent, parce que finalement, si on la fait courir 5 fois 1 minute, on peut, ou 5 fois 30 secondes, on peut avoir des symptômes qui peuvent apparaître. Et donc, avant de donner finalement le feu vert, de pouvoir pratiquer la course à pied qui donne un peu plus d'impact, s'assurer qu'à la marche rapide, il n'y a pas de symptômes aussi. C'est-à-dire que si une patiente a déjà des fuites urinaires quand elle va marcher rapide, 30 minutes, à la course, on sait qu'à la course, ça n'ira pas. Ça va pas bien se passer. Donc à ce moment-là, on peut être soutenu par un kiné en rééducation périnéale aussi. Du coup, est-ce que si c'est le cas, c'est une fatalité? C'est hop, on enlève les sports à impact, ou est-ce qu'il y a des traitements et qu'est-ce que la personne peut faire? Et comment est-ce qu'elle peut avoir ces solutions? Mais c'est une super question. Finalement, dans cette période de la ménopause, on sait que la prévalence est le plus importante. Ça, c'est la première chose. Donc, peut-être qu'une chance sur 2, ta patiente a déjà eu des symptômes, déjà des fuites urinaires, elle a déjà connu ces épisodes. Premièrement, est-ce qu'elle a des épisodes régulièrement dans son quotidien? Et deuxième question, c'est est-ce que pendant que tu fais ta course à pied ou après la course à pied, tu as l'impression que tes symptômes sont exacerbés? Si la patiente te dit non, finalement j'ai des symptômes au quotidien, mais quand je pratique mon activité physique, j'en ai pas par exemple, et que après mon activité physique j'ai pas plus de symptômes qu'au quotidien, ça c'est ok. Par contre, si vous avez aussi une patiente qui vous dit moi, depuis que j'ai repris mon entraînement de course à pied, j'ai beaucoup plus d'urgence, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, ou je commence à avoir plus de fuites au quotidien, là on se dit effectivement, peut-être que là l'entraînement devrait être revu. Je dis pas qu'il faut l'arrêter, il faudrait l'adapter. Idéalement, trouver le seuil sans symptômes, par exemple. Ou si c'est une patiente qui vous dit, moi de toute façon depuis toujours, j'ai d'ailleurs un cas de patiente comme ça. Elle me disait, moi, quand je vais courir, j'ai toujours des fuites. Voilà, depuis toujours. Donc, elle a la cinquantaine. Elle me dit, moi, j'adore la course à pied, mais j'ai toujours couru avec des fuites urinaires. Donc, pour elle, voilà, elle l'a accepté. Pour elle, c'est pas grave. Parce qu'il y a aussi des femmes chez qui les fuites urinaires, elles ont un rapport différent avec leurs symptômes. Il y a des patientes qui vont vraiment le normaliser et des patientes qui vont dire, à la moindre fuite, je veux plus rien faire. Et donc, cette patiente, elle faisait partie des patientes qui avaient des symptômes depuis toujours, qui ne dramatisait pas, qui pour elle, ça ne l'empêchait pas de s'inscrire à des compétitions, à prendre du plaisir à s'entraîner, mais elle avait toujours sa serviette hygiénique trempée après ses séances. Elle, notre objectif, c'était d'essayer de pratiquer la course à pied avec moins de symptômes, voire ne plus en avoir. Parfois, c'est plus compliqué d'arriver à 0 symptôme. C'est ce qu'on souhaiterait en tant que thérapeute. Moi, je suis pas à l'aise de faire courir mes patientes avec des symptômes. Mais il faut voir un petit peu, c'est quoi les conditions. Est-ce qu'on est dans du chronique ou est-ce qu'on est dans des l'aigu? Si je suis avec une patiente qui vient d'accoucher et qui se met à reprendre la course à pied avec des fuites urinaires, évidemment, je vais lui dire, c'est pas le moment. Par contre, si j'ai une patiente ménopausée ou aux alentours de la ménopause qui me dit, moi, j'ai des symptômes pelviens depuis X années, je cours avec des fuites urinaires,
je ne vais pas lui dire de ne pas courir si elle est des fuites. Bien sûr. Donc, c'est qui on a en face de nous, quelle est son histoire aussi. Mais on peut expliquer déjà que ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'essayer de requantifier les entraînements, de proposer des exercices spécifiques du plancher pelvien, d'avoir un accompagnement avec une kiné spécialisée en rééducation périnéale pour l'accompagner et essayer de diminuer ses symptômes lors de ces séances. Mais quand on a des symptômes urinaires, il faut voir vraiment la condition dans laquelle on se trouve avant de dire « c'est pas pour toi ». Ou on va peut-être changer à ce moment-là le type d'impact, par exemple. Donc, avec de la rééducation périnéale, tu peux tout à fait réduire des symptômes de fuite bien urinaire. sûr, donc ta patiente a des symptômes quand elle court, donc c'est directement bilan de rééducation périnéale. On reprend des exercices du plancher pelvien, on réadapte la course à pied, la biomécanique, et on essaye justement de voir, de suivre ces symptômes pour qu'ils soient améliorés. Comme on sait que la course à pied bien menée va améliorer aussi cette fonction du plancher pelvien, on peut penser là-dessus. On peut compter sur le fait que ça va s'adapter et puis ça va diminuer. Il y a une autre grande famille de symptômes abdominopelviens qu'on peut aborder. On a fait le tour sur les fuites urinaires. Oui. Ok. Donc, c'est le prolapsus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, et puis faire un petit peu le même déroulé, c'est-à-dire... Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec RAF, on a créé les tips de GG RAF, une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur 2, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Attention, chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas, et c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Est-ce que c'est une contre-indication pour la pratique sportive, etc. Finalement, le prolapsus pelvien, ça va être toute descente anormale d'un des organes comme l'urètre, la vessie, le côlon, l'utérus, le rectum, dans l'espace intravaginal. Donc, il faut savoir que 30 à 40% des femmes vont vivre un prolapsus pelvien dans leur vie. Donc, la prévalence, elle est aussi énorme, hyper haute. Ouais. Sauf que ce prolapsus, on n'est pas toujours au courant qu'on en a un. Et s'il est asymptomatique, ça va pas nous perturber. Ok. D'accord ? Il faut aussi savoir que quand on a des patientes qui vont avoir un prolapsus, celles qui vont être surtout prises en charge parce qu'on va détecter peut-être ou on va essayer de détecter s'il y a un prolapsus, ce sont les patientes qui vont être inconfortables. Ce sont des patientes qui vont vous parler de lourdeur, d'inconfort dans leur région périnéale, donc la région anale et vaginale, qui vont avoir l'impression d'avoir comme un tampon mal placé dans leur vagin. Évidemment, quand je vous en parle, pour vous, ça vous paraît complexe, mais vraiment, toutes les femmes qui vont écouter ça va vraiment leur parler. Voilà. Comme si on a l'impression d'avoir un tampon qui descend, en fait, finalement, en dehors du vagin. Donc ça, c'est vraiment les premiers signes que les femmes vont décrire. Ouais, j'ai l'impression d'être toujours gênée, de toujours avoir quelque chose, un corps étranger dans l'entrejambe. Ça, c'est aussi... la lourdeur, moi j'ai pas mal entendu la lourdeur. Voilà, lourdeur, c'est lourd, j'ai l'impression que mon périnée est lourd, j'ai envie de le soutenir, voilà. Donc ça, c'est... Dès qu'on va avoir ce genre de plainte, c'est là où il va y avoir l'intérêt d'avoir un bilan pour être sûr que, voilà, il n'y a pas un prolapsus. Il y a différents grades aussi dans les prolapsus. Il faut savoir que toutes les femmes qui accouchent par voie basse vont avoir un prolapsus de grade 1 au minimum. Ok. Voilà. Maintenant, j'avais même envie de dire que toutes les femmes qui ont été enceintes, parce qu'il va y avoir un travail supplémentaire de notre plancher pelvien, de nos organes, au niveau de surtout notre plancher pelvien, pas des organes, mais de tout ce système en fait qui va tenir notre plancher pelvien. Il y a aussi tous les tissus conjonctifs, tous les ligaments sur lesquels là on a peut-être, on ne sait pas encore tout à fait, un impact. On va surtout parler du travail du plancher pelvien. Mais donc voilà, quand on a été enceinte, on peut se dire qu'on peut avoir déjà un prolapsus de grade 1, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de continuer notre activité physique. Ça ne nous empêche pas de pouvoir reprendre la course à pied, de pouvoir encore participer à des volumes plus importants ou participer à des compétitions. Et là, pareil, c'est quand même, encore une fois, hyper contre-intuitif parce que, donc, on a une descente d'organes. Oui. Donc, mécaniquement, physiquement, oui. On a quelque chose qui descend. Ouais. On se dit qu'avec la course à pied, ça va faire encore plus d'impact et ça va encore plus descendre. Oui.
C'est un petit peu donc c'est les hypothèses plutôt en défaveur de l'activité physique qui existent en fait. Finalement, on va dire, il y a 2 hypothèses prévalentes pour le sport et le plancher pelvien. La première hypothèse, c'est que l'activité physique va augmenter la pression intra-abdominale, d'accord, qui va nous donner une réponse au niveau de nos structures, d'accord, et qui va donner une réponse de contraction du plancher pelvien pour répondre à cette augmentation de pression intra-abdominale. Donc ça, c'est vrai pour les sports qui sont plutôt impact modéré, léger à modéré, l'activité intense mais qui est quand même contrôlée. On peut avoir ces réponses qui sont plutôt positives. La deuxième hypothèse en défaveur, cette fois-ci, c'est que la pression intra-abdominale, si elle est trop importante, eh bien, elle peut aller déformer, étirer les fascias, les ligaments, les structures musculaires de notre plancher pelvien. Et donc, c'est ce qui peut nous conduire à différents troubles, comme les prolapsus et les fuites urinaires. Et donc ça, c'est pas le cas de la course à pied, pour que ce soit bien clair, c'est le cas d'autres sports. Pour le moment, effectivement, il y a des sports à impact élevé. Tous les sports co un peu volés et tout, non ? Voilà, c'est ça. Les sports avec de la verticalité. La course à pied n'en fait pas partie actuellement dans la littérature, effectivement. La gymnastique. C'est vraiment le sport avec le plus de contraintes. Et j'ai envie d'élargir un peu cette vision à plutôt, au lieu de parler de sport à impact élevé, ce sont des sports à haute pression intra-abdominale. Ok. Par exemple, le crossfit, l'haltérophilie, il n'y a pas d'impact élevé. Mais par contre, il y a des grosses augmentations de pression intra-abdominale. Et ça, ce sont les nouveaux sports qui sont en train d'être étudiés pour voir si est-ce que cette pratique va augmenter ou pourrait nous donner plus de risques un jour d'avoir un prolapsus pelvien. Et ça, on ne peut pas répondre encore à cette question. Notre opinion, ça va être plutôt, en tout cas mon opinion, ça va être plutôt de se dire que effectivement, déjà, chaque patiente va avoir une réponse différente à toutes les activités physiques. D'accord ? Donc, c'est pas parce qu'on va courir avec la même vitesse, la même biomécanique, qu'on va générer les mêmes pressions intra-abdominales et qu'on va avoir la même réponse. De biomécanique, c'est le schéma de course d'une personne. Oui, comment est-ce qu'elle court ? Ouais, comment est-ce qu'elle court. Et donc, on va partir du principe plutôt que si on n'a pas de symptômes directs, si on n'a pas de signes, on ne pourrait pas dire actuellement à une athlète, toi, avec le haut volume de gymnastique que tu fais, tu vas d'office avoir des symptômes sur le long terme. Par contre, ça peut être des athlètes qui peuvent avoir plus de symptômes à court terme et à moyen terme. Par contre, sur le long terme, à la ménopause par exemple, on peut pas encore dire oui, maintenant j'ai un prolapsus pelvien parce que j'ai pratiqué la gymnastique à haute intensité et au volume. Et je pense que cette information elle est importante aussi pour rassurer les femmes sur cette pratique d'activité physique dans leur période d'adolescence. Ouais, évidemment. Par rapport à la vieillesse. Et du coup, c'est quoi les solutions pour une femme qui aurait un prolapsus et qui voudrait quand même faire une activité physique ? Oui, en fait, finalement, donc, il existe pour les femmes qui vont avoir vraiment des symptômes de lourdeur importante, qui vont être un frein à la reprise d'une activité physique. Dans mes travaux de recherche, donc moi je travaille surtout sur le postnatal, le frein principal à la reprise du sport après l'accouchement, c'est pas les fuites urinaires, c'est les prolapsus pelviens, c'est les lourdeurs. Donc, c'est aussi une information importante de savoir que il faut traiter ces lourdeurs, il faut les prendre en charge. Donc, c'est un peu la même chose qu'avec les fuites urinaires, c'est essayer de trouver un entraînement, un seuil sans symptômes, donc sans leur lourdeur importante. Si par exemple ce sont des patientes qui ont des lourdeurs un peu au quotidien, pareil, la même chose que les fuites urinaires, il faut que pendant l'activité physique, ces symptômes ne soient pas augmentés, ni après. Et si on a l'impression que cette patiente, elle n'arrive pas à pratiquer une activité physique sans lourdeur, on peut lui proposer des supports on appelle ça des PCR. C'est un petit peu comme une orthèse en fait finalement qu'on va placer, c'est un dispositif en silicone qu'on va placer dans l'espace intravaginal et qui va nous permettre en fait d'aller apporter un soutien et diminuer un petit peu cet effet de lourdeur, de corps étranger qui perturbe cette pratique. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre d'orthèse. Pourquoi ? Parce que de toute façon on aura toujours plus de bénéfices à pratiquer une activité physique que de ne pas en faire. On trouve ça en pharmacie ? On trouve ça, c'est une bonne question pour la France.
parce que je pratique en Belgique. On peut trouver ça. Bon, les gens On chercheront. trouve pas ça. Alors, on trouve ça sur. PE2SAIRE. Oui, Ok, en ligne. en ligne. Ça se Ouais, trouve en Google. ligne. et vous Il me trouverez. semble qu'en France, il y a possibilité d'avoir des remboursements. Ok. Si vous avez une prescription, je Vous en pense. parlez à votre kiné, à votre Voilà, sage-femme, à votre voilà, gynéco, voilà, ça devrait exactement. bien se passer. Et si il existe aussi ces supports pour les fuites urinaires. On appelle ça des supports urétro qui se présentent un petit peu plus comme un tampon, par exemple, plutôt. Et ce système va aller bloquer l'urètre. Donc, quand on parlait justement de pression qui augmentait, qui dépassait la pression de clôture de l'urètre, bah, ça permet de limiter aussi, on appelle ça des cas d'hypermobilité de l'urètre. Donc, ça nous permet de diminuer les symptômes, voire les annuler. Alors, ces systèmes sont pas curatifs et ne sont pas non plus préventifs. C'est du palliatif. Voilà. On le met, c'est efficace, on l'enlève, les symptômes sont là. Et c'est surtout qu'il ne faut pas le mettre en première intention. Il faut d'abord essayer d'avoir moins de symptômes par la rééducation et par l'adaptation de notre entraînement. Vraiment hyper important. Ça, c'est hyper important. ce que tu Hyper viens de dire. important de le préciser. Pourquoi ? Parce que moi, je travaille aussi avec donc, j'enseigne à des sages-femmes, des kinés. Et on peut observer qu'il y a des cours, il y a des formations de PCR, de support urétro, qui vont avoir parfois des discours un petit peu inverses. C'est-à-dire, tu viens d'accoucher, Mais tu veux ça- reprendre la course à pied, mais ça, tu seras tranquille. Ouais, le gros problème là-dessus, c'est que du coup, on va suppléer la fonction, on va remplacer les muscles, et donc on va entraîner d'autant plus une désadaptation, parce qu'en fait, si le muscle il est pas stimulé, Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Parce que quand même si on pose ce système, il va quand même y avoir Ok. l'impact quand même qui sera présent. On aura quand même d'adaptation possible, je pense. Mais ce qui serait dangereux, c'est de masquer les symptômes. C'est masquer des fuites urinaires, masquer des grosses lourdeurs, et ça, ce serait plus ennuyeux. Surtout dans la période, par exemple, postnatale, où là, on est dans une zone un peu de vulnérabilité, puisqu'on a des gros changements hormonaux qui doivent pas être, en tout cas, on ne doit pas masquer ces symptômes à cette période. J'aurais moins de stress, j'aurais moins de problèmes à le prescrire plus rapidement pendant la ménopause pour pouvoir directement mettre la patiente aussi en confiance peut-être Ok. plus rapidement, mais peut-être avoir une vision sur du moyen terme, court terme, plutôt que sur du long terme, sauf pour des cas encore un peu des cas qui stagnent. On a C'est l'impression du- que ça n'avance pas, et que la patiente elle est confortable avec son PCR, alors on y va sans problème. Et puis on sait que c'est peut-être pour des séances particulières. On peut très bien proposer, c'est quand tu fais un petit peu plus t'augmentes un petit peu ta vitesse parfois, que tu as un peu plus d'inconfort, ok, on met ce système pour ces séances. Et puis pour les séances où tu te sens bien, ne le mets pas. Donc je pense qu'il faut proposer aussi aux femmes. c'est du cas par cas. C'est du cas et par cas, il ne faut pas le adapter, systématiser. faut adapter, faut aller voir quelqu'un de compétent pour faire un bilan, pour être conseillé et faire Et il y a différentes tailles de appliquer ça de PCR, il y a manière différentes personnelle. formes de PCR, donc c'est vrai qu'on peut pas. Ne tapez pas PCR directement sur les liens Google, parce que finalement, il faut avoir un vrai conseil, parce qu'il existe plein de formes de PCR. Donc là, si vous tapez PCR, vous serez paumé. Il y en a qui sont en forme d'anneau, il y en a qui sont en forme de cube. Il faut plutôt demander un vrai conseil. Mais sachez que pour vous aider à continuer ou démarrer une activité physique, si vous avez trop de lourdeur, ne restez pas avec ces lourdeurs. Vous pouvez vraiment être aidé, que ce soit par les Il y a des exercices. solutions et Il y a des faut aller solutions. chercher. Ouais. Il y a un dernier point que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est les abdominaux. Les Oui. abdominaux hypopressifs versus hyperpressifs. On entend beaucoup de femmes, de coachs, etc. dire que elles ne peuvent pas, faut pas faire de crunch, faut pas faire de sit-up parce que justement, ça serait hyperpressif au niveau abdominal et qu'une femme ne devrait faire que des abdominaux hypopressifs. Donc, ce qui a surtout été critiqué et un peu mystifié dans les abdominaux, c'est qu'effectivement, quand on augmentait notre pression intra-abdominale, on allait fragiliser un peu notre plancher pelvien, parce que cette pression descend de l'abdomen au plancher pelvien et pourrait aussi de nouveau étirer les structures. On revient dans l'hypothèse Redonner. défavorable de l'activité physique qui pourrait fragiliser le plancher pelvien et les structures. Ça, c'est tous les mouvements de relevé de buste, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. Finalement, la question qu'il faut surtout se poser maintenant, c'est qu'est-ce que ça génère vraiment comme pression intra-abdominale ?
Donc ça, c'est aussi encore un gros point d'interrogation. Il y a des femmes qui vont générer plus ou moins de pression intra-abdominale. Si on prend une athlète de haut niveau, déjà, dans les différentes études qu'on peut voir, elles vont générer des pressions intra-abdominales beaucoup plus importantes qu'une patiente qui ne fait pas d'abdominaux ou qui n'est pas sportive, parce qu'elles n'ont pas la même force. Bien Okay. sûr. Donc cette pression intra-abdominale, elle est aussi expliquée par la contraction des abdominaux, par la force de la contraction de nos abdominaux. Donc évidemment, si j'ai une patiente super athlète versus moins athlète, je veux pas générer les mêmes pressions. Donc ça, c'est un point important à tenir en compte. Ensuite, ce qu'on a pu observer, c'est que quand je cours, je vais avoir des pressions intra-abdominales. Quand je cours jusqu'à 12-13 km/h, on peut générer en moyenne des pressions qui vont évoluer entre 80 et 100 mm de mercure. Ok. Ça, c'est ce qui a été étudié. Il n'y a pas énormément de sciences là-dessus, mais quelques études qui ont pu mener ces recherches ont pu observer ça. Et puis, par exemple, un exercice qui est très tendance, qu'on voit beaucoup dans les box de CrossFit, c'est les jumping jacks. Ça, on a pu observer que ça montait jusqu'à aux alentours de 130 mm de mercure. Ok. Là, la question qu'on peut se poser, c'est que, ok, je suis debout, je saute, donc j'ai la verticalité, j'ai la répétition de l'exercice, un peu la même chose que la course à pied. Est-ce que vraiment un sit-up, en étant couché, pourrait générer des Plus pressions, de pression que ça. plus de pression que ça? Plus de pression que juste même courir sur place. Donc, je parlais de 80 à 100 mm de mercure, mais on avait même observé quand on court à 9-10 km/h, on n'est même pas à du 50. Est-ce que vraiment, quand je fais un sit-up, je vais tenir ces pressions? Ouais. On peut pas répondre, C'est mais des franchement, réflexions voilà. idéologiques Et c'est ça, c'est intéressant de venir à l'origine, en fait, de cet exercice. Qu'est-ce qui génère vraiment? Qui le fait? Je sais que si c'est une athlète de haut niveau, j'aurai pas les mêmes pressions. Mais cette athlète, elle est peut-être aussi habituée à avoir plus de pression. Donc, ce qui a été longtemps critiqué, c'était le haut volume de ces exercices avec c'était haute répétition, enfin beaucoup de répétitions, beaucoup de vitesse, et puis pas mené d'une façon qu'on enseigne maintenant. Finalement, maintenant, les crunchs, les sit-ups, on va les enseigner sur la phase expiratoire, parce qu'on sait que quand on expire, on est censé avoir une diminution de notre pression intra-abdominale. Et à l'inverse, quand j'inspire, j'ai ma pression qui va augmenter. Donc, si on part déjà de cette hypothèse que ça marche pour tout le monde, parce qu'attention, ça marche peut-être pas pour tout le monde non plus, quand j'expire, est-ce que je diminue vraiment? Si j'enseigne bien ces exercices d'expiration au cours du dirigés, voilà, au moment où je monte, au moment où je peux avoir plus de pression, déjà, on va encore plus la diminuer. Donc, moi, ces exercices, je les propose aux patientes qui aiment faire ça. Les patientes qui adorent faire des sit-ups, des crunchs, on va juste revoir un peu comment tu l'effectues. On va bien s'assurer que t'aies pas de symptômes, hein, que t'aies pas de lourdeur pendant, ou que t'as pas de symptômes pelviens après ou pendant. C'est toujours du bon sens finalement. Mais je vais pas proscrire. Alors, je vais proscrire à des patientes qui, par exemple, j'ai l'impression que elles vont avoir une fonction abdominale hyper perturbée, on va dire hyper fragilisée. Donc, ça peut être aussi après une cicatrice de césarienne, directement. Par exemple, on ne va pas commencer à faire des sit-ups tout de suite. Mais ça peut être déjà des relevés de tête légers, puisqu'on sait que l'activation de la musculature superficielle et profonde est vraiment importante pour aller générer une bonne fonction abdominale. Okay. Donc, limiter complètement l'activation de notre musculature superficielle, les grands droits, dans les techniques hypopressives, parce que c'est ce qui est véhiculé en fait, dans les techniques hypopressives, c'est vraiment travailler avec le transverse de l'abdomen qui est le muscle en profondeur de notre abdomen, sans aller travailler les grands droits. Selon moi, on ne va pas correctement travailler cette fonction abdominale. Okay. Par contre, la technique hypopressive peut être intéressante pour les patients qui vont avoir des troubles importants. Une patiente qui va avoir des lourdeurs hyper importantes, moi je lui propose de faire de l'hypopressif pour la soulager. Bien sûr. Et puis je vois si ça la soulage. Moi, ce qui me gêne avec cette réflexion de fuite de l'hyperpressif, c'est qu'une femme, dans sa vie de tous les jours, elle est exposée à des situations d'hyperpression au niveau abdominal. Oui. Quand elle va se baisser pour ramasser son pack d'eau,
quand elle va n'importe quoi, Oui. quand elle va bouger, etc., Oui. elle va exposer son corps à Oui. des hyperpressions. Ah oui. Donc il y a un moment, si on estime que c'est mauvais, alors on met cette personne dans du coton toute la Oui, journée oui, et elle fait voilà. plus rien. Oui, tout à fait. Ou peut-être sinon, on essaie un petit peu de travailler sur cette situation et peut-être de la préparer à des situations hyperpressives également dans sa vie de tous les jours. Oui, tout à fait. Que ce soit dans une période un peu vulnérable comme le postnatal, Quand où elle va là, attraper son bébé elle dans attrape le le lit, cosy. Ben voilà, le maxi-cosy, c'est lourd. Souvent, on le porte pas de la bonne façon, ou bien on le porte beaucoup. Si on commence à dire aux femmes en postnatal, ne fais surtout pas d'exercice pour engager tes grands droits, c'est un non-sens. Vous ne rendez pas service à votre patiente parce que toute la journée, elle les utilise. Donc, si on lui propose de bien les contracter, de bien les engager, ben, on va avoir plus de chances d'améliorer sa fonction et puis de diminuer l'apparition de certains symptômes qu'on pourrait avoir si on lui donne aucun conseil ou si la rééducation se base uniquement sur des exercices qui ne vont pas générer les pressions qu'elle vit au quotidien. bien sûr, il faut bien que les gens aient conscience, et Oui, les femmes, que ce qu'elles entretiennent pas, elles le perdront. c'est ça. Donc c'est le fameux use it or lose it, et ouais, il faut plutôt essayer de préparer à des situations qui peuvent arriver, plutôt que d'essayer de les éviter, parce qu'en fait, Tout à elles fait. arriveront un jour ou l'autre. Tout à fait. Je te propose qu'on finisse avec 2 questions rituelles qu'on pose à tout le monde. Ouais. Toi, si tu devais donner un seul conseil à toutes tes patientes de plus de 50 ans pour être en meilleure santé, ce serait lequel? Ce serait de démarrer l'activité physique si elles ne l'ont pas fait. C'est de ne pas avoir peur de s'engager dans un entraînement, dans une activité physique avec de l'impact, donc que ce soit faible ou de l'impact modéré comme la course. Ce serait d'essayer de aussi impliquer un réentraînement de renforcement musculaire. Donc le mieux, c'est d'avoir un accompagnement en fait, pro de santé, coach, en tout cas des gens qui sont bien au fait de ce qui peut aussi arriver pendant cette période. Mais de ne pas avoir peur de bouger. Et puis, si tu as envie de démarrer un sport dans cette période qui te tient à cœur, mais que tu n'oses pas, fais-toi accompagner et puis fais-le, vraiment. Et puis, si cette personne en a envie, mais qu'elle a des symptômes abdominopelviens, comme on en a parlé, il y a aussi des solutions pour quand même faire le sport qu'elle a envie de faire. Exactement. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Oula, c'est une bonne question. J'ai jamais arrêté de courir pendant que ce soit depuis la naissance de mon fils. J'ai couru aussi toute la grossesse et je m'engage à vraiment courir très régulièrement. Qu'est-ce que j'ai changé dernièrement? C'est que j'essaye de rouler un peu plus. Ok, faire un peu de vélo? Ouais, faire un peu de vélo. J'ai mis ça dans une routine hebdomadaire et c'est vraiment chouette. J'ai l'impression d'avoir plus de peps après pour courir. Donc voilà, découvrir des nouvelles activités, c'est toujours, je pense, très, très, très intéressant, porteur aussi. T'arrives Et à puis courir amusant. combien de fois par semaine là et à faire du sport combien de fois par semaine? Tous les jours. Ok. Ouais. Du sport tous les jours, un minimum de 30 minutes. Tu fais comment pour t'organiser? T'as 2 enfants, Oui. en bossant, etc. Oui. Eh bien, j'organise un peu mon planning en fonction de mon activité physique. Donc, par exemple, si je me rends compte que je vais avoir une séance collective qui me tient à cœur ou un entraînement qui me tient à cœur, je vais m'arranger, je vais planifier mes patientes autour de cette séance. En ce moment, c'est pas le cas, je suis pas dans un objectif de course, mais les courses que j'ai pu faire auparavant, c'était vraiment de la planification. T'es dans un club d'athlètes? Enfin, non, c'est pas un club. Je suis Un cours. Oui, voilà. Parfois, je cours avec un groupe. Il y a un soir précis. Ce soir-là, il doit pas sauter. Et je pense que ça, c'est un conseil que je donne aussi aux gens. C'est d'essayer de garder finalement dans vos créneaux. Il y a des impondérables, il y a des choses qui se marchandent pas. Et je crois que le sport, ça devrait l'être. Et malheureusement, c'est pas encore. De plus en plus, je trouve que les gens. En tout cas, j'observe à Bruxelles. Là où je cours, c'est un espèce de chemin, un Ravel qui fait 12 km aller-retour, qui sillonne un peu la ville, qui sillonne 3 villes à Bruxelles. Et maintenant, depuis 2 ans, je ne cours jamais seule. Alors que d'habitude, quand j'allais courir parfois le matin tôt, l'heure du midi, tard le soir, il m'arrivait d'être seule. Maintenant, je suis plus seule. Il y a toujours du monde. Et j'ai remarqué que sur le temps de midi, il y a beaucoup plus de femmes qui viennent courir. Donc, je ne sais pas... Voilà, c'est l'observation que j'ai pu faire. Mais je suis vraiment contente de voir que les gens, que la santé devient en tout cas maintenant plus importante dans la vie des gens et qui mettent en place plus de changement. Et ce que tu as dit, c'est qu'il y a des jours où tu fais 30 minutes. Ouais. Donc, relativement peu. Oui.
Mais ça a quand même un énorme effet Ouais. bon, sur la performance, toi tu vises un peu de perf, mais également sur la santé. Mhm. Sur la santé mentale. Faire un peu. Et il y a trop de gens qui se disent, au bout de 30 minutes, non, ça sert à rien, je vais pas faire pour 30 minutes. Oui, tout à fait. Alors que ça change tout. Il y a possibilité en 30 minutes de pouvoir aller prendre l'air déjà, rien que sortir, prendre l'air, respirer un air avant de rentrer dans son bureau, dans son cabinet ou devant son laptop. Ça change tout. Donc même marcher, en fait, finalement, c'est pas spécialement faire une activité avec de l'intensité, c'est simplement avoir un moment où on s'oxygène, on fait bouger un peu nos muscles avec plus ou moins d'intensité, mais avoir ce temps d'arrêt pour le cerveau aussi. Enfin, quoique finalement, même quand on fait une séance, on peut très bien penser à plein de choses. Et moi, c'est en courant que j'ai pris mes grandes décisions dans ma vie. Donc finalement, c'est le conseil que je donnerais, c'est 30 minutes, peu importe ce que tu fais, mais fais quelque chose. Ok, je propose qu'on finisse là-dessus. C'était super cool. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup de commentaires de femmes justement qui ont ces interrogations-là. Mhm. Donc merci beaucoup pour elle, Marion. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Écoute, à très vite. Ouais, à très vite. Stop. Avant de partir, est-ce que vous êtes intéressé à pousser un peu plus loin vos connaissances sur la perte de poids après 50 ans? On vous a préparé une vidéo qui fait la synthèse sur comment perdre du poids après 50 ans. On a passé 4 mois à l'écrire et à recueillir les informations pour faire ce petit bijou. Cliquez juste ici pour le regarder. À tout de suite.